C'est en suivant pas à pas les équipes de réalisation du combat d'Ilumson et de la procession du quart d'or que j'ai appris à maîtriser des termes spécifiques comme le renversement de Chinchin, les rites des policiers bousculés, la phase du pommeau, la phase du coup de pistolet final, la descente de chasse, les bœufs, les chanoinesses privées de Gambon, etc. Indispensable formation pour rentrer en communion avec ceux qui, à l'approche de l'événement, ne comptent plus les nuits blanches. Car le jour J, des milliers de Montois et de Chambourlettes s'amasseront sur la Grand Place et les rues adjacentes, les yeux remplis d'émotion, de suspense et de magie, dans une attente qu'il serait impensable de décevoir. Notre reportage commence à Paris, au siège de l'UNESCO. Consécration d'un long travail accompli ou premier jour d'une nouvelle vie? À vous de juger. C'est avec une grande émotion que je m'apprête à procéder pour la 3e fois à la proclamation par l'UNESCO d'une liste des chefs-d'œuvre de patrimoine oral et immatériel de l'humanité. The processional giants and dragons submitted by Belgium and France. Après le carnaval de Binche, le Doudou de Mons et la Ducasse d'Ath ont été reconnus officiellement chefs-d'œuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité. L'UNESCO vient de rendre son verdict, Nathalie Pierrard. Et je peux vous dire qu'ici à Mons, on est content, on est très content de cette reconnaissance. Le Doudou, dont les Montois sont si fiers, est reconnu chef-d'œuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité. On trouve aussi des chefs-d'œuvre immatériels de l'humanité en Belgique. Une candidature commune regroupait toutes les processions avec des géants et des dragons, notamment à Mons où on attendait impatiemment le sacre de la Ducasse. Pour nous, c'est un label de grande qualité, ça c'est très clair, et qui fait que, et on a déjà pu l'observer l'année dernière, qui fait que nous avons de plus en plus de touristes qui viennent découvrir en fait cette Ducasse rituelle, donc qui désormais est patrimoine oral et immatériel de l'humanité. Je crois que c'est une reconnaissance, c'est la reconnaissance d'un travail de Georges Rappers notamment pendant 30 ans. Et ça, pour moi, c'est très important. On a l'impression qu'il y a un autre respect qui s'est installé. Bon, c'est clair que, je vous l'ai dit, Mons est une ville intime. Il y a le respect des habitants de Mons, du Grand Mons. Un petit peu plus loin, bien entendu, hein, dans notre pays, pour cette tradition. Et là, tout d'un coup, on a eu le sentiment que ça allait bien au-delà de ses frontières. Et nous, on en parle avec fierté. Alors, vous savez, parler de fusque en anglais un peu, hein, du Limson, ça prend une autre dimension. Et donc, forcément, une dimension de fierté, ça, c'est sûr et certain. On est fiers de ce qu'on fait, hein, ça c'est clair. Oui, maintenant c'est vrai qu'on parle de nous partout, c'est officiel, une reconnaissance officielle mondiale. Oui, on est déjà fiers de notre Ducasse, ça c'est clair, mais ça apporte un point supplémentaire, c'est vrai. Mais notre fierté, c'est d'abord notre Ducasse. Hein. Qu'on soit reconnu, c'est bien, mais d'abord c'est fier d'être montré, fier de faire ce qu'on fait.
répétition, c'est aussi l'intronisation de Saint-Georges? Oui. Ben, en réalité, on ne s'est pas répété, puisque le samedi, il n'y a évidemment pas de coup de queue. La foule est là, mais elle n'est pas du tout le même public que ceux qui vont se trouver à la corde. Ils ne souffrent pas, ils ne se battent pas, ils n'essayent pas de... Bon, il y a des enfants, bon, ce qui est bien normal. Donc, c'est pas vraiment une répétition. C'est une intronisation dans laquelle Saint-Georges va recevoir toutes ces armes symboliques. Ben, c'est le bourgmestre qui est le représentant du pouvoir politique, qui va remettre le sabre. C'est le chevin qui va remettre, le pistolet. Et le président de la procession, qui est le représentant de la manifestation mère, qui va remettre la lance, qui est l'arme la plus céleste, la plus symbolique, première époque du Limson, c'est le président de la procession qui remet la lance à Saint-Georges. Donc on intronise Saint-Georges et par la représentation de certaines phases du jeu, pas de toutes, ça va de soi, par la représentation de certaines phases du jeu, dans un certain nombre, c'est trop petit, on ne saurait pas tout faire. Eh bien à ce moment-là, les personnages sont appelés à la vie et se voient confier somme toute la mission de jouer le jeu de destin d'inciter le monde. Alors le groupe des halbardiers, dans la structure telle que nous la connaissons aujourd'hui et telle que les Montois la connaissent, il a eu 20 ans en 2005. Au préalable, auparavant, la fonction d'halbardier existait dans la procession et était principalement assurée par des élèves des classes terminales du collège Saint-Stanislas. Il se fait que ces gens ont grandi, ont gardé la passion et puis un peu à la fois on a vu cette volonté de s'associer, de pérenniser la fonction, on a vu cette volonté arriver et voilà, depuis 22 ans maintenant, le groupe des halbardiers à Mons existe en tant que tel. La fonction principale, c'est l'escorte des reliques de Vaudru. Donc elles sortent à Mons pour la procession du quart d'or, ça c'est évident. Il arrive aux reliques de Vaudru de sortir dans d'autres processions, c'est très rare, et c'est très bien comme ça. Dans ce cas-là, les halbardiers, la plupart du temps, accompagnent les reliques de Vaudru. Et en tant que groupe, nous sommes sollicités par d'autres manifestations. Mais dans ce cas-là, nous sortons avec un costume différent. Donc, le costume que l'on voit à la procession de Mons est réservé à l'accompagnement des reliques de Vaudru. Il est d'ailleurs jaune et noir aux couleurs du chapitre de Vaudru. Le casque a toute une histoire. Quand on revoit les photos du groupe, il y a un peu plus d'une dizaine d'années maintenant, il n'y avait pas de casque. Et puis en rafraîchissant les costumes, comme ça doit se faire, on a
porter une réflexion sur l'historique de ce costume. On a essayé de voir un peu, par le passé, les hallebardiers étaient souvent des mercenaires. Hein. Et les hallebardiers les plus connus au monde sont sans doute la garde suisse au Vatican. Et c'est vrai que notre costume nouveau se rapproche un peu dans sa conception de celui de la garde suisse. Alors c'est clair qu'on a aussi été voir au niveau de leur couvre-chef au moment de remplacer les nôtres et on s'est aperçu que l'usage d'un casque serait le bienvenu. Ça donne un peu plus de cachet aussi. C'est pas très évident à porter, c'est très chaud. Et oui, alors nous avons entamé toute une recherche pour ces casques et nous les avons trouvés près de Bordeaux, dans le sud-ouest de la France, auprès d'une entreprise qui s'était notamment occupée des costumes et armures du film Jeanne d'Arc de Luc Besson. Voilà, pour la petite histoire. La descente de la chasse marque le début de la vraie Ducasse traditionnelle ici à Mons. Ça, je crois que c'est indéniable. C'est un moment attendu par tous les Montois, par nous en particulier. Nous, l'escorte des reliques de Vaudru, nous voyons descendre cette chasse. C'est très impressionnant comme moment. C'est le moment sans doute le plus solennel pour nous de la Ducasse de Mons. C'est vrai que nous y intervenons là en termes d'escorte des reliques de Vaudru, mais aussi en termes de service d'ordre, entre guillemets, très gentil et très sympathique dans la collégiale qui accueille énormément de monde à ce moment. Alors pour la remontée de chasse, là c'est le petit pincement au cœur, c'est la fin des festivités, c'est une cérémonie plus intime, quoiqu'elle prenne de l'importance d'année en année. Hein. Depuis un an ou deux, c'est très difficile de trouver une place assise dans la collégiale pour la remontée de la chasse, c'est tant mieux. Et c'est une cérémonie qui est un petit peu plus improvisée, on va dire. Autant pour la descente de chasse, tout est réglé de façon très précise, autant pour la remontée de chasse, mais on s'adapte un petit peu aux circonstances. Musique très simple, 2 tambours, un fifre. Les tambours en permanence donnant le rythme du pas, ça c'est important. Et le fifre, 2 rôles essentiels. Durant la procession, juste devant le quart d'heure dont nous assurons l'escorte, le fifre joue des musiques de procession. Et le fifre, et ça c'est le moment clé pour nous dans chaque Ducasse de Mons, entame l'air du doudou en bas de la rampe Sainte-Vaudru avant la montée du quart d'heure. On est rejoint là par un ensemble musical complet de pavanes nouvelles. Et on remonte la rampe Sainte-Vaudru au son du doudou. Et je crois que je vous mentirais si je vous disais que les larmes ne coulent pas à ce moment-là. Le groupe Pavane Nouvelle est un groupe de cuivre qui avait été formé il y a environ une quinzaine d'années pour la procession du quart d'or. Et il est issu en fait d'un brass band qui est un ensemble de cuivre à l'anglaise qui compte une trentaine de musiciens. Il s'opère une fusion en bas de la rampe, il y a une vibration assez exceptionnelle au niveau du public. Il y a l'énorme groupe des hallebardiers qui suit la musique, il y a un pas général, il y a une ambiance assez étonnante, mais toujours bon enfant. La cérémonie de la descente de la chasse, c'est vraiment un des moments clés, un des moments forts du doudou de la Ducasse de Mons. J'ai envie de dire que c'est le début des manifestations. En descendant la chasse, on lance vraiment tout le doudou à Mons. Et cette manifestation est attendue par la population de façon importante. Mais l'essentiel, je crois, de cette manifestation, c'est le fait que Vaudru redescend parmi les Montois. Les Montois d'ailleurs qui quittent la collégiale en ayant touché la chasse. Et 2 moments me semblent importants, en plus de la descente proprement dite, c'est l'échange qui a lieu entre le doyen et le bourgmestre et le doudou qui est joué aux grandes orgues, trompette thébaine et timbales après, repris par tout le public dans un moment où il n'y a plus que des Montois ensemble, heureux de faire la fête, heureux de commencer une fête autour de Vaudru. C'est à ce moment que le pouvoir civil rencontre le pouvoir religieux. Effectivement, somme toute, un des objectifs de cette cérémonie, c'est effectivement non seulement de descendre la chasse pour qu'elle puisse le lendemain être processionnée, mais déjà à l'époque des Charnaises, on savait que le pouvoir des Charnaises, le pouvoir de l'Église, somme toute, se manifeste surtout à l'intérieur de l'Église et que là, c'est à l'Église d'assumer la protection des reliques. À partir du moment où cette limite est franchie, on arrive sur un territoire public, le territoire qui est géré par l'administration civile. Aujourd'hui, c'est le bourgmestre qui en est le chef et le responsable. Et par conséquent, le doyen
et le président de la fabrique et le président de la procession également d'ailleurs, confient au bourgmestre, représentant l'autorité civile, la garde des reliques de Sainte-Vaudrue pendant qu'elles seront sur son territoire, pendant qu'elles seront à l'extérieur. Vous pourriez nous raconter l'histoire de Sainte-Vaudrue ? L'histoire de Vaudrue, ce qu'on en sait, c'est que c'est une femme du 7e siècle qui épouse, on va dire un haut fonctionnaire, pour ne pas dire un prince, un haut fonctionnaire de l'époque, Madelguer. Ils ont ensemble 4 enfants, 2 garçons, 2 filles, qui avec le temps vont devenir les attributs caractéristiques de leurs parents dans l'iconographie. Quand les enfants sont élevés, les parents, d'accord, se séparent pour consacrer la fin de leur vie à la prière, à la charité, en d'autres termes, pour préparer leur vie après leur mort. Humainement, elle ne pouvait pas envisager évidemment de se retrouver un jour sur les autels et d'être vénérée comme elle l'est depuis tant de siècles. Le mari Madelguer se retire à Aumont, puis Fonsoigny, et on le connaît maintenant sous le nom de Saint-Vincent. Vaudrue reste encore un peu dans le siècle, puis elle va créer une communauté religieuse sur la colline qui plus tard deviendra Mons, communauté de religieuses qui dans un premier temps suivra la règle de Saint-Benoît, puis probablement celle de Saint-Augustin, et à partir du début du XIIe siècle, les dames qui sont ici ne seront plus des moniales et ils ne suivront plus de règles du tout. Comment s'est passée cette reconnaissance ? Alors, je dirais un peu comme toutes les reconnaissances des saints avant le XIIe siècle, c'est-à-dire que c'est le peuple qui, à un moment donné, devant la réputation de sainteté du personnage, demande à l'évêque du lieu l'exaltation des reliques, c'est-à-dire que l'on les retire de terre où elles avaient été enterrées pour les exalter, les mettre au-dessus sur un autel en hauteur, de façon à être vénérées plus facilement, si je puis dire. Par cette soirée féerique, en notre prestigieuse collégiale, débute le doudou, depuis novembre dernier, inscrit au patrimoine oral et immatériel de l'humanité. Que notre Ducasse fut un chef-d'œuvre qui en aurait douté parmi les Montois et leurs religions. Mais c'est avec émotion et une légitime fierté que nous avons appris que l'UNESCO partageait notre sentiment. J'ai maintenant l'honneur d'inviter M. le bourgmestre, Madame la bourgmestre en fonction, Madame et Messieurs les membres du collège communal, Mesdames et Messieurs les membres du conseil communal, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du conseil de fabrique d'église de Sainte-Vaudrue, Monsieur le Président du comité de la procession, à bien vouloir nous suivre dans le déambulatoire pour assister à la descente de la chasse de Madame Sainte-Vaudrue. Alors déjà de son vivant, il semble, si l'on en croit les chroniqueurs, qu'elle était déjà en odeur de sainteté de son vivant et que des miracles existaient. Mais toute la question, c'est de savoir, qu'est-ce qu'un miracle ? À cette époque, c'était essentiellement la population qui réclamait la sainteté. Alors donc oui, mais nous retrouvons d'ailleurs un peu ce phénomène à l'époque contemporaine. À la mort de Jean-Paul II, il y avait déjà toute une série de groupes qui, sur la place de Saint-Pierre de Rome, réclamaient sa béatification immédiate. Plus récemment, on vient d'enterrer l'abbé Pierre à Paris. Il y avait également des gens qui demandaient sa béatification. Les reliques de Sainte-Vaudrue ont été reconnues immédiatement, ou il a fallu un petit temps. Après sa mort, Vaudrue est probablement reconnue comme un modèle par les gens qui habitaient la colline qui va devenir Mons et la région, par les religieuses qui étaient avec elle dans la communauté. Et il faudra attendre probablement le début du XIe siècle, 1039 d'après la date retenue habituellement, pour que l'évêque de Cambrai la reconnaisse officiellement sainte une fois sa vie mise par écrit.
Les reliques de Vaudru seront alors conservées et vénérées par les moniales, puis par les chanoinesses, conservées surtout par les chanoinesses, et elles seront l'objet de soins assez attentifs. Diverses reconnaissances ont lieu en 1157, en 1313, en 1804 bien sûr, en 1887, la plus récente en 1997, et les premières reconnaissances ont permis de mettre autour des os de la patronne de Mons de nouveaux tissus, de nouveaux linceuls. Chaque fois un parchemin accompagnant cette reconnaissance, relatant ce qui avait été fait, ce qui nous permet de voir que depuis 1157 au moins, les tissus, les reliques sont les mêmes. Donc il y a quelque chose d'important ici au niveau de la tradition, au niveau de l'historicité des reliques de Vaudru. Et la dernière reconnaissance en date, en 1997, a permis de remettre, j'ai envie de dire, les choses en ordre. Et grâce aux éléments scientifiques d'aujourd'hui, d'en connaître un peu plus. On a ainsi pu, grâce à l'autorisation qui avait été donnée par Monseigneur Huard à l'époque, enlever les linceuls retrouvés dans le cercueil de Vaudru. Ces linceuls, après restauration par l'Institut royal du patrimoine artistique, s'avèrent être les linceuls placés en 1157, 1313, 1804, mais celui placé en 1157, après analyse scientifique, est un tissu d'origine byzantine, fin 7e, début 8e siècle, ce qui prouve que les chanoinesses, autour des reliques de leur patronne, avaient mis un tissu de grande valeur. Donc le tissu avait déjà plusieurs siècles d'existence, il devait coûter très cher, on n'avait pas mis, si je peux me permettre de le dire comme ça, n'importe quoi autour des reliques de Vaudru. Cette dernière reconnaissance a aussi permis, analyse scientifique le permettant aujourd'hui, d'analyser les ossements. Et les analyses poussées permettent de dire que les ossements analysés sont les ossements d'une femme qui pouvait vivre entre 610 et 690. Les dates habituellement retenues pour Vaudru par les historiens, c'est 612, 686 ou 612, 688. Aujourd'hui, on penche plus pour 688. Donc cette reconnaissance a permis de remettre les choses à leur place, mais l'aspect scientifique de la dernière reconnaissance par Monseigneur Huard n'était pas prioritaire. La chose essentielle pour Monseigneur Huard et pour moi, c'était de remettre Vaudru à sa place. Donc de bien réaffirmer que les reliques contenues dans la châsse, les ossements contenus dans la châsse, sont les os de Vaudru, patronne de Mons, reconnue sainte, et de permettre de continuer un culte à Vaudru autour de ces reliques. En tant que patronne de Mons, et l'évêque qui était originaire de Boussu a dit patronne de Mons et de la région. Donc ça, c'était l'élément essentiel, et l'histoire n'intervenait que dans un deuxième plan. Vaudru devait garder la première place, et je crois qu'on a réussi ce qu'on voulait faire, parce qu'aujourd'hui, lors du doudou, lors de la cérémonie de descente de chasse ou à la fin de la procession du quart d'or, les Montois et leurs invités, leurs chambourlettes qui viennent toucher la chasse dans un geste de piété populaire, ne le font plus comme on caresse la tête du singe du Grand Garde sur la façade de l'hôtel de ville, mais il y a à nouveau un respect. Pour les croyants, il n'y a pas de doute, c'est les ossements de Vaudru qui sont à l'intérieur de la châsse, et pour les non-croyants, c'est les os d'une femme qui vivait au 7e siècle et qui est probablement une des premières à s'être installée sur ce qui allait devenir leur ville. Donc cette reconnaissance a permis de remettre Vaudru à sa place, et cela, je crois, à la satisfaction de tous les Montois, croyants ou non-croyants. Donc aujourd'hui, nous sommes vraiment sûrs que c'est Sainte Vaudru qui est dans la châsse. Alors, sûr, là, je crois qu'on n'est jamais sûr de rien concernant le passé. Ce que je pense, c'est que, étant donné l'importance du personnage, comme l'importance de beaucoup d'autres saints, on n'invente pas de toutes pièces, on ne prend pas n'importe quoi pour faire passer ça pour un personnage jugé saint. Donc il y a certainement quelque chose de vrai. Bon, alors, au fur et à mesure que le culte se développe, évidemment, on protège et on garde précieusement. C'était d'ailleurs au Moyen-Âge, c'était en quelque sorte un trésor inaliénable. Au Moyen-Âge, des reliques, ce sont des objets de valeur, donc il y a des trafiquants de reliques qui s'approprient des vrais, qu'on vole, ou qui fabriquent des faux, qu'ils essaient d'accréditer, c'est clair.
Dans le cadre de Sainte-Vaudrue, ça a pris combien de temps? Alors, il semble que ce soit vers le Xe, XIe siècle que des reconnaissances qui sont progressives. Il y a d'abord une reconnaissance en vue d'un culte local, et puis alors le culte se développe, il s'étend à un diocèse, et il passe éventuellement plus loin par la suite, selon la renommée du saint. Monsieur le bourgmestre, mesdames et messieurs les échevins, voici, nous avons procédé à la descente du corps saint de Madame Sainte-Vaudrue et nous avons l'intention de le processionner en la cité. Nous vous prions et demandons, ici même, d'en assurer la protection afin que nul mal ni inconvénient lui advienne dedans la cité, mais veillerez à ce que sain et sauf il soit remis et rapporté dans ce lieu-ci dont il est à présent remis et confié à votre loi et pouvoir. Monsieur le doyen, messieurs, nous avons répondu à votre invitation et avons bien ouï et entendu votre requête. Nous acceptons volontiers la garde du corps saint de Madame Sainte-Vaudrue et, depuis qu'il sera hors de cette église, jusqu'à rentrer y sera, nous ferons notre loyal pouvoir de l'aider et garder, sans coût ni frais, pour qu'il ne court aucun danger ni péril en cette vie. Lorsque j'étais gosse, c'était très réduit, il n'y avait même pas de chorale, c'était l'organiste qui chantait seul, dans une collégiale quasi vide pour la descente de chasse. Mes parents n'étant pas des modèles de ponctualité, nous habitions proche de la collégiale, nous arrivions souvent un peu en retard à la descente de chasse et on était au 8e, 10e rang sans problème et on voyait dans le fond du chœur le clergé et le bourgmestre et l'un ou l'autre édile communal qui était présent à la descente de chasse. Il n'y avait vraiment pas grand monde. C'est l'engouement pour le passé qui progressivement a amené la foule que nous connaissons aujourd'hui. Et il y a une demande énorme de la part de la population montoise pour vivre cet instant. Alors actuellement, oui, c'est sûr, ça procède de cet engouement très, très général de nos pays pour le passé dans un monde qui s'individualise, qui se mondialise, où les gens se sentent un peu perdus. Il y a un retour vers les racines. Je crois que le succès de la procession et de l'ensemble d'ailleurs des traditions montoises et plus largement ailleurs procède de cela.
Donc ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que les reliques de Vaudru n'appartenaient pas à la ville ou à une paroisse. Les reliques étaient propriété des chanoinesses. En 1794, elles mettent à l'abri à Liège la tête, le corps de Vaudru, les restes de son corps en tout cas en Allemagne à Ratingen. Et en 1803, quand la paroisse Sainte-Vaudru, créée le 16 octobre 1803, souhaite avoir les reliques de sa patronne, c'est aux chanoinesses survivantes que l'on va s'adresser pour leur demander de bien vouloir offrir les reliques de leur patronne. Et elles vont accepter de donner quelque chose qui leur appartient encore, les reliques de Vaudru, à la ville de Mons. Et c'est autour des reliques de Mons que la paroisse va alors vraiment se développer. Donc elles ont toujours pris soin de sauvegarder les reliques. On les dit attachées, ces chanoinesses, à l'argent, mais en l'occurrence, dans ce cas-ci, elles ont privilégié l'essentiel, elles ont protégé les reliques, et tant pis pour les reliquaires qui ont été fondus et brûlés et fondus à Paris en 1794. Le Moyen-Âge, bon, imagine, le saint, il y a une puissance, il y a un rayonnement qui émane de sa personne, hein, même et de ses restes. Bon, alors, la caisse dans laquelle il a été mis est imprégnée, si je puis dire, de l'odeur du saint, est imprégnée de la puissance du saint, hein, et elle devient donc, hein, en quelque sorte, une relique aussi, de moindre valeur, disons, hein, mais ça devient une relique. Un objet qui a touché, c'est un peu le même principe. Alors, plus modestement, mais les gens qui, aujourd'hui, vont toucher une chasse ou vont la toucher avec un mouchoir qu'ils vont emporter bien précieusement chez eux, ça procède de ce mécanisme, hein, qui est à la limite du magique, hein, bien sûr. Alors, il peut y avoir de la superstition, hein, mais il est difficile d'en juger, hein, que se passe-t-il dans le cœur et dans la tête des gens? Bon, là, je ne suis pas juge, hein, mais c'est sûr qu'il peut y avoir, comme en toute chose, des déviations. Hein, mais bon, je pense qu'il y a quand même quelque chose de vrai, hein, être en contact avec la personne ou avec ce qu'il en reste ou avec ce qui lui a appartenu, c'est en quelque sorte être en contact avec elle. Hein, un peu comme, bon, on peut être en contact avec un membre de sa famille qui est défunt, en étant en présence d'objets qui lui ont été familiers, de sa photo, etc. Hein, je crois qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. La chasse est déposée sur le quart d'or. Le quart d'or, c'est vraiment un objet très très important. De quand date-t-il? Alors celui-ci a été construit vers 1780-81 par des sculpteurs qui s'appelaient Guyen et Midaven. Ils étaient censés au départ, je crois, restaurer le quart précédent qui datait de 1700. Ça veut dire qu'un quart d'or avait une durée de quelques dizaines d'années de vie à cette époque-là. Donc ça peut nous laisser supposer qu'il en avait déjà pas mal auparavant. Le précédent était dû à Claude de Bétigny et en fait de restauration, je crois qu'ils ont plutôt récupéré quelques éléments anciens pour les remettre sur le nouveau quart qu'eux-mêmes ont réalisé en style Louis XVI, assez chargé de décoration, un peu baroque, un peu rococo, qui est toujours bien sûr doré en bonne partie, qui affecte la forme générale au niveau de la nacelle, de la carcasse d'une nef, donc d'un bateau, qui est suspendu sur des grosses sangles, qui sont en fait des câbles en acier plat, acier tressé, gainé de cuir, le tout suspendu au-dessus d'un chariot roulant, d'un châssis roulant relativement sommaire, mais avec de très belles roues d'ailleurs, qui valent la peine d'être observées. Et donc c'est sur cette nacelle, sur cette nef, garnie de toute une série d'angelots qui présentent des panneaux peints et écrits avec un texte en latin. Ceux-ci datent de 1803, les actuels. Donc c'est au milieu de ce char que sur un socle central est posée la châsse contenant les os de Sainte-Vaudru. À l'avant du quart était posé jusqu'il y a environ 130-140 ans,
130 ans, 140 ans maintenant, un reliquaire qui contenait le chef de Sainte-Vaudrue, c'est-à-dire la tête. Le reliquaire est toujours là, mais le chef n'y est plus. Ce reliquaire qui est toujours ici date d'environ 1803-1804. C'est un reliquaire en bois doré. C'était un reliquaire provisoire, conçu après la Révolution française, après qu'on ait perdu les reliquaires précieux, et après que les reliques soient revenues à Mons de leur exil allemand pour le corps, liégeois pour la tête. Donc ce reliquaire était conçu pour accueillir la tête. Le crâne était posé à l'intérieur, enveloppé d'un tissu de soie rouge ou rose, et sur le sommet du crâne, dans le tissu, il y avait un trou qui était prévu et qui se trouvait ainsi posé devant une petite fenêtre, petite monstrance ronde, qui elle-même faisait face au prêtre assis sur le quart d'or. Et quand on donnait au prêtre sur le quart un objet à bénir, une bague, une médaille, une croix, un mouchoir, peu importe, quelque chose, il ouvrait la petite fenêtre et il pouvait poser l'objet directement sur le crâne et rendre ainsi aux personnes une relique secondaire de Sainte-Vaudrue qui avait touché directement le crâne de Sainte-Vaudrue sans aucun intermédiaire. Le quart d'or est tout à fait unique, il n'y a pas de copie. Certains Montois possèdent chez eux une maquette du quart d'or, parce que voilà, les Montois aiment leur tradition et le quart d'or, mais celui-ci est unique et c'est toujours le char de 1780-1781 qui chaque année, tiré par ses 6 chevaux de trait, fait le tour de la procession. Le quart d'or donc, possède des angelots dont la plupart présentent des cartouches, donc des petits panneaux qui sont peints et portant une inscription. Ces panneaux ont été repeints après la Révolution française, après le retour des reliques de Sainte-Vaudrue, qui ont été exilées pendant 9 ans, et sont partis en sécurité. Le chef à Liège, le corps est allé, lui, en Allemagne, à Ratingen, en Westphalie. Et alors, on a ici un exemple de texte. Les 5 sont différents, mais les 5 vont dans le même sens. Ils rappellent le retour des reliques de leur exil de 9 années en dehors de Mons. Sancta Valdetrudis, Novegno Profuga, Ex Ratingen sacris sibi edibus restituta. Donc, après leur exil de 9 années, les reliques de Sainte-Vaudrue reviennent de Ratingen pour être restituées à leur temple sacré. Ces textes ont cette particularité, c'est qu'ils sont écrits en lettres capitales, noires, mais certaines lettres sont plus grandes, plus hautes, et sont écrites en rouge pour bien attirer l'attention. Ces lettres rouges sont également en même temps des chiffres romains. Et si on additionne la valeur de chacun de ces chiffres romains, on obtient systématiquement le même total sur tous les panneaux, 1803, qui est l'année du retour des reliques de Vaudrue dans sa ville de Mons. Au départ, c'était mon prédécesseur qui était un prêtre amateur d'art et d'histoire. Je lui ai succédé, parce que comme j'avais fait des recherches sur les costumes pour reproduire en poupée la procession, j'ai été embauché par la procession pour m'occuper de cet aspect-là. Bon, alors maintenant, on a une bonne équipe. Progressivement, je les ai un peu équipées, puis par elles-mêmes, les dames... L'idée d'un tour, parce que ça s'appelait un tour. Alors à Mons, le nom s'est perdu, mais à Soigny, on parle toujours du tour Saint-Vincent, à Nivelles, au tour Sainte-Gertrude, le tour Sainte-Rolande à Gerpine. Donc le mot indique que l'on faisait un tour, que l'on tournait. Alors l'idée qu'il y a là, c'est que le saint a une puissance qui, forcément, plus on s'en éloigne, plus elle se perd. Et on la circonscrit dans un espace limité. On fait le tour, en fait, de l'espace qui doit être, si je puis dire, géré par le saint, protégé par le saint. Donc c'est ça l'idée des tours. Alors à Mons, bien, le tour
il quittait la collégiale et puis il faisait pratiquement le tour des terres du chapitre, donc dans l'agglomération montoise actuelle, et puis il rentrait, il passait sur le territoire à l'origine de l'unique paroisse montoise, la paroisse Saint-Germain. Alors, on sait aussi que le tour a été raccourci à un moment donné de par la volonté des chanoinesses. Et il y a des revendications, des manifestations devant l'hôtel de ville pour obliger les chanoinesses à refaire le tour à l'ancienne. Il y a dans l'ère du doudou un couplet attribué à l'abbé Buziot, donc, qui était le curé de la paroisse du Béguinage, et qui se ferait l'écho de la population qui était mécontente de ce que les chanoinesses avaient raccourci la procession. Elles n'auront ni de gambon parce qu'elles n'ont ni fait le tour de la procession. Elles n'auront pas de jambon parce qu'elles n'ont pas fait le tour de la procession. Alors, y participent évidemment les organisateurs, c'est-à-dire censément le chapitre de la ville, et puis alors toute la population. Donc ça veut dire le magistrat de la ville, donc le mailleur et ses échevins. Ça veut dire aussi le représentant de l'autorité laïque ou de l'abbé laïque, donc le grand bailli du Hainaut, qui à la procession allait chercher la dame bâtonnière, donc, ou la coustre ou coustresse, donc c'est-à-dire c'est la fonction qu'occupe une chanoinesse, donc fonction de trésorerie, donc c'est un personnage important puisqu'elle est, disons, la ministre des Finances de la région, puisque les chanoinesses sont propriétaires quand même de la région. Ce sont elles qui ont lancé les premiers charbonnages notamment. Bon, ce sont elles qui font vivre l'imprimerie, qui font travailler des orfèvres, etc. Donc c'est quand même pas rien. Alors donc le grand bailli va chercher la dame bâtonnière à sa résidence particulière en ville et l'accompagne à la collégiale et dans la procession. Elle est vêtue d'une robe bleue une année, d'une robe verte l'autre année, cette dame bâtonnière. Alors il y a la population. Donc il y a les mariés de l'année qui doivent aller sous peine d'amende à la procession et le sergent de ville dresse contravention. Il y a la police, le sergent de ville et ses associés qui vont à la procession, qui reçoivent d'ailleurs habituellement des gants des chanoinesses lors de la descente de chasse. Il y a le prévôt qui assure la garde des reliques hors ville. Bon, un accompagnement solennel, c'est pas une garde, parce qu'on s'imagine parfois que les groupes armés dans les processions sont là pour protéger les reliques. Il n'y a aucun danger, on ne processionne jamais en cas de conflit. On a d'ailleurs pas mal d'occasions signalées où il n'y a pas eu de procession pour ces raisons-là. Il y a les groupes armés, c'est-à-dire donc les arbaléstriers, les arquebusiers, etc., qui vont à la procession en escorte d'honneur, disons, les serments, comme on les appelait à l'époque. Il y a la population qui y va soit dans sa corporation et sa confrérie de métier, soit alors dans des confréries de piété liées au culte marial qui a été imposé après le Concile de Trente pour éviter les dérapages qu'entraînait parfois le culte de certains saints auprès de la population, et répondre ainsi aux objections formulées par les protestants lors de la Réforme. La procession
dans sa structure de groupe, est une reconstitution historique, vu qu'on évoque les confréries, les corporations qui existaient dans l'Ancien Régime. Maintenant, vous avez bien dit, c'est une procession et pas un cortège. Donc à partir du moment où on parle de procession, c'est parce qu'il y a dedans des reliques ou des statues de saints. Donc il y a de toute façon quelque chose de religieux qui reste. Il reste un hommage à Vaudru, hommage conscient ou inconscient selon les gens, mais c'est encore la procession faite pour Vaudru, patronne de la ville. C'est vrai qu'il y a un aspect historique particulièrement important, ne fût-ce parce qu'il y a des reliquaires qui participent, des statues qui participent. Les vêtements évoquent les tenues des confréries. Donc je crois qu'il y a un mélange d'historique et de religieux, mais nulle part encore, que ce soit dans les affiches officielles, dans les affiches du comité organisateur, on a mis le cortège de Sainte-Vaudru. C'est toujours resté une procession, donc l'aspect religieux, même s'il est discret, reste toujours l'aspect premier. On promène les reliques de Vaudru, donc c'est vraiment une procession, c'est pas un cortège. Donc il y a des gens qui viennent de loin, il y a des gens qui viennent des États-Unis, qui ont des liens plus ou moins ténus avec Mons parfois. Bon, ce sont des Chépiens qui ont découvert nos traditions et qui désirent y revenir, ou des gens qui ont de la famille sur Mons ou qui ont vécu à Mons et qui ne voudraient pas manquer pour tout l'heure du monde la procession. On sait qu'au Moyen-Âge, on embauche des musiciens qui viennent de Poitiers, etc., pour participer à la procession. En fait, ce sont des musiciens itinérants qui sont payés au cachet et qui savent qu'à Mons, il faut venir à telle période pour la procession. Il faut compter qu'il y a environ 25 ans, nous étions à 600 ou 700 participants. Actuellement, nous sommes arrivés à 1500 d'une manière, en montant d'une manière relativement régulière, sans que ce soit recherché pour autant. Je sais que depuis que je suis responsable du vestiaire, on a doublé pratiquement le nombre de costumes et renouvelé l'ensemble des costumes. Oui. Rempart, voilà. Il y a à peu près en 88, en bas de la montée du Quart d'Or, on a un peu remarqué qu'il y avait beaucoup de problèmes. C'est-à-dire que ça chahutait de gauche à droite, ça chantait, mais ça poussait surtout. Et le gros problème qu'on avait, c'est que les parents ne voulaient plus mettre, bien sûr, les enfants à la procession. Pourquoi? Parce que quand ils arrivaient en bas de la montée du Quart d'Or, ils se faisaient parfois bousculer, et c'est tout juste, il n'y avait pas d'accident. Et on s'est dit, pourquoi pas faire un tout petit groupe pour essayer qu'il n'y ait pas d'accident ultérieurement. Donc c'est ce qui s'est passé plus ou moins en 93. On a un peu parlé avec les personnes responsables de la procession. Et ils nous ont dit, voilà, nous, si vous faites un petit groupe sérieux, correct, on peut vous attribuer un t-shirt qui est jaune et noir. Ce sont les couleurs des dames du chapitre. On a le potentiel avec 2 commissaires de procession de bloquer la procession, donc juste en face des escaliers de Sainte-Vaudru. Et à ce moment-là, on essaie de mettre une très bonne ambiance et on dit aux personnes derrière nous, le mur, le mur, le mur. Le mur, pourquoi? C'est le but, c'est d'aller toucher le mur qui est juste en bas à droite de la montée du Quart d'Or. Voilà ce qu'on s'est dit. On va essayer de gérer un petit peu l'ambiance. C'est moins,
on sent moins l'ambiance qu'avant, mais c'est beaucoup plus sécurisant. Et maintenant, je crois que les personnes qui sont à la procession sont beaucoup plus contentes de pouvoir laisser passer tous les groupes cool, relax, sans avoir de risque, entre parenthèses bien sûr, d'accident, parce que ça peut toujours arriver. Un des moments forts de la procession, c'est la remontée du quart d'or, ici, sur la rampe de Sainte-Vaudrue. Il y a également une superstition populaire. Il y a effectivement une superstition populaire qui est assez récente. Hein. Il y a quoi, 30, 40 ans, on pouvait voir sans problème le pavé sous le quart d'or, et autour du quart d'or, il y avait des gens en chapeau, des dames bien habillées, des enfants qui suivaient le quart d'or, et l'un ou l'autre poussait plus ou moins. Aujourd'hui, il est tout à fait impossible de compter ne fût-ce qu'un seul pavé dans la rampe pendant un temps très important, parce que les gens, même quand le quart d'or est rentré depuis une demi-heure, la foule continue à passer par là plutôt qu'ailleurs. Donc c'est relativement récent comme engouement, à ce point-là en tout cas. Et il y a une légende relativement récente qui date dans le courant du XXe siècle, qui voudrait qu'effectivement, si le quart d'or n'arrive pas à monter ou à monter d'une traite, ou s'il ne sort pas, s'il ne sort pas, il ne va pas monter bien sûr, il y a un malheur qui s'abat sur la ville de Mons dans l'année qui suit. Alors là, ça peut être grave. Donc les gens sont là pour pousser le quart d'or. Mais je pense bien que ça n'a jamais été vérifié dans les faits. Il semblerait qu'une évaluation comme ça, faite par un charron et des gens qui connaissent un petit peu les attelages, l'évaluerait à vide aux environs de 12 à 1300 kg. Si on ajoute son timon, ça fait quelques dizaines de kilos en plus. Si on ajoute la chasse qui fait environ 450 kg, on peut remonter de ça. Il y a 13-14 acolytes, 13. Donc ça fait de nouveau environ, mettons 650 kg de chair à rajouter. Un prêtre qui, suivant d'une année à l'autre, bon, le poids peut changer un petit peu, mais je pense qu'on doit tourner aux environs des 2 tonnes bien sonnées, 2 tonnes et demie même à ce moment-là quand il est dans la rampe Sainte-Vaudrue. Si on tient compte du poids des 6 chevaux de trait, alors là, ça fait une masse très importante qui monte. Six chevaux suffirait? Avec 2, il y en aurait encore plus qu'assez.